Dans le cadre du mois de la sensibilisation au cancer du sein, on a décidé de rencontrer Sarah Barry, qui est une lachutoise, une mère de 2 enfants, qui vient tout juste d'avoir 33 ans et qui vient de se marier aussi. Mais ce qui est particulier dans ton histoire, je vais me permettre de te tutoyer, Sarah, parce qu'on se connaissait déjà et on est des amis Facebook. Donc, ce qui est particulier, c'est que 9 mois auparavant, 10 mois, tu as reçu un diagnostic du cancer du sein. Et j'aimerais qu'on parle ensemble de comment est-ce que tu en es arrivée à avoir ce diagnostic-là? Parfait. Dans le fond, l'année 2019, moi, l'année dernière, j'allais pas super bien. J'avais plein de symptômes qui n'avaient pas vraiment de cause. On ne trouvait pas qu'est-ce qui se passait, mais j'étais super fatiguée, j'avais des étourdissements. J'avais plein de problèmes de santé spontanés qui sont apparus, comme ma thyroïde était débalancée, j'ai fait une mononucléose. C'est moi qui étais super en forme, qui n'avais jamais de problème de santé. Ça a commencé à juste vraiment mal aller. Mais j'ai consulté, puis on trouvait rien. Mes prises de sang étaient belles, tout était beau. Fait que jusque-là, j'avais aucune idée qu'est-ce qui se passait. Puis finalement, au mois d'octobre, je suis allée prendre ma douche. Je suis sortie de la douche, je me suis essuyée avec une serviette. J'ai senti une bosse sur mon sein droit. Une petite bosse, peut-être la grosseur d'une olive, disons. Puis c'est ça, sur le coup, j'ai comme dit, OK, ça doit être rien. On verra. Ça va partir avec le temps. Puis tu avais une certaine douleur aussi? Oui, j'avais mal. C'est ça. Quand j'ai passé la serviette, ça a comme été sensible, là, un genre de petit éclair là, de douleur. Puis, fait qu'une petite masse avec une petite douleur. Mais je me suis dit, ça va partir. Tu sais, c'est sûrement... C'est rien, là. C'est juste J'étais dans le déni complètement. Mais finalement, je pense le lendemain soir, c'est ça. Mon conjoint a comme passé son bras par-dessus moi, puis il a senti une bosse. Fait que c'est là que ça a commencé, dans le fond, toute cette aventure-là. Oui, et là aussi de savoir que, bon, moi, je l'ai senti, je fais comme si de rien n'était. Là, mon conjoint le sent. OK, ça existe. Il faut que je le reconnaisse que ça existe. Ça devient réel. Il fallait que je fasse quelque chose pour voir qu'est-ce qui se passait. Exactement. Heureusement, tu avais un médecin de famille. Oui. Donc, tu es allé le voir. À partir de là, qu'est-ce qui s'est déroulé? Quand je suis allée consulter mon médecin de famille la première fois, ça a été hyper rassurant parce qu'il m'a dit, comme tout de suite, il a palpé mon sein. Il a regardé la bosse, ça avait déjà grossi, puisque le temps que j'ai mon rendez-vous, ça a pris comme 1 semaine et quelques jours. La masse était déjà passée peut-être la taille d'un olive à comme une balle de ping-pong. Ça avait vraiment pris beaucoup d'expansion en très, très peu de temps. Fait que mon médecin, tout de suite, il a dit, j'ai pas d'antécédent de cancer dans ma famille. Il n'y avait rien qui laissait présager que je pouvais avoir un cancer. J'avais 32 ans, j'étais en santé, je fumais pas, etc. Fait qu'il m'a dit, ça doit être un kyste. T'sais, un cancer, ça grossit pas vite comme ça habituellement. C'est pas douloureux non plus. Donc, on va quand même t'envoyer faire une échographie par prévention, mais inquiète-toi pas. Fait qu'à partir de là, je suis retournée chez moi comme l'esprit tranquille. Je me disais, c'est un kyste. Il n'y a pas de quoi raison de s'inquiéter. Exactement. Et par la suite, tu as dû faire des procédures pour obtenir, bien, j'imagine que tu as eu, bon, la mammographie, une échographie, une biopsie. Oui, ça a commencé par l'échographie, mais c'est ça, il y avait quand même un bon délai d'attente. Je tombais sur une liste d'attente, mais vu qu'il n'y avait rien qui laissait présager là, que c'était un cancer, c'est pas comme quelqu'un, mettons que sa mère, elle serait décédée du cancer du sein ou quelque chose comme ça, là, ça va très vite parce qu'ils font tout de suite le lien. Moi, il n'y avait rien qui laissait présager que c'était un cancer. Donc, je suis tombée comme sur une liste d'attente. Il y avait quand même un bon délai d'attente. Finalement, je me suis retournée vers le semi-privé, qui était comme un service couvert par l'assurance maladie. Donc, ça m'a rien coûté, mais qui allait beaucoup plus vite là, que d'attendre les délais normaux. J'étais allée passer une échographie. Si je ne me trompe pas, c'était un bon 3 semaines plus tard, à peu près. Et ça s'est super bien passé. C'était très rapide, un petit examen. On m'a dit de ne pas trop m'inquiéter aussi. Finalement, on m'a rappelé, je pense, 48 heures après, là, très rapidement. Donc, là, quand on m'a rappelé, c'est sûr que j'avais un petit stress. On m'a dit qu'il fallait faire une mammographie juste pour vérifier que tout était beau parce qu'on ne voyait pas super bien. Ce qu'il faut savoir, dans le fond, c'est qu'il y a des femmes qui ont les seins denses ou moins denses. Moi, j'avais les seins comme très denses. Fait que les tests comme l'échographie et la mammographie, dans ce temps-là, ça ne détecte pas grand-chose. Ça ne permet pas de voir, dans le fond, à quel point... Non, pas du tout. Fait qu'on m'a envoyé passer une mammographie super rapidement. Ça a été vraiment collé, les deux. Je pense que j'ai passé l'échographie le vendredi, puis le lundi, j'avais la mammographie. Puis la mammographie a été non concluante. Fait qu'ils ne voyaient pas rien. À la mammographie, on m'a dit, je ne m'inquiéterais pas, ça semble être un fibroadénome qui est comme
un peu dans le principe d'un kyste, mais c'est une masse plus dure dans le sein, mais c'est bénin habituellement. Fait qu'ils m'ont dit de pas trop m'inquiéter, donc à ce niveau-là, je m'inquiétais pas encore. Finalement, on m'a appelée pour me dire on va aller vers une biopsie pour voir davantage, vu que c'était pas très clair. Fait que là, j'ai commencé à avoir une petite crainte. Mon dossier a été transféré. Puis là, ça a pris... C'est ça qui a été long, en fait. Là. Ça a pris un bon mois et demi, je pense, avant que j'aie la biopsie. Là. Et là, suite à la biopsie, j'imagine que le délai était assez court avant de savoir que tu étais atteinte du cancer? Oui et non. Quand on passe une biopsie, dans le fond, ils m'ont dit... la journée que j'ai fait ma biopsie, ils m'ont donné rendez-vous 2 semaines plus tard pour le résultat. Okay. Fait qu'il y a 2 semaines encore. Fait que là, ça tombait comme... Oui. De la journée où j'ai trouvé la masse dans mon sein au résultat de la biopsie, moi, ça a pris 3 mois. Bien, c'est ça s'ajoute, ça s'accumule. Durant tout ce temps-là, tu t'inquiètes pas parce qu'on dit de ne pas t'inquiéter aussi. Oui, mais en même temps, je m'inquiétais un peu parce que la masse était rendue grosse comme une orange, là, moi, à la fin. Là. Fait que quand on voit ça dans son sein, c'est sûr que ça reste tout le temps en arrière-pensée. Oui. Là, quand on te l'annonce, finalement, comment ça se passe? Ça a été dramatique. Ça, c'est le pire moment dans tout. Comme dans toute l'aventure, là, même si je prends tous les traitements que j'ai eus et tout, le pire moment à vie, là, ça a été le diagnostic du cancer parce que, premièrement, je m'y attendais pas. J'ai des enfants qui avaient, dans ce temps-là, 3 ans et 5 ans. J'ai 32 ans. Jamais on s'attend à avoir un cancer à 32 ans, surtout quand on n'en a pas dans sa famille, rien. Fait que, je me souviens encore, là, comme si c'était hier, j'ai vu la médecin sortir de son bureau pour m'appeler. Puis comme tout de suite, j'ai vu dans son regard, elle avait un air empathique. Puis elle m'a mis la main sur l'épaule, puis elle m'a dit « Tu peux t'asseoir ». Puis j'étais comme « Oh mon Dieu, ça va vraiment... » Tu sais, je sentais que c'était pas des bonnes nouvelles. Oui. Fait que là, elle m'a dit justement « J'ai pas des bonnes nouvelles à t'annoncer. C'est un cancer du sein qui est très agressif. Fait que ça a été comme... Je pense qu'à partir de là, moi, je suis partie. Là. Je suis devenue... Mon conjoint dit « Je suis devenue toute rouge. » Puis là, j'étais dans ma tête. Tout le reste, quand elle parlait, là, j'ai rien entendu. C'est mon conjoint qui a tout écouté. J'étais rendue déjà un stade 3. Je l'ai vu écrire stade 3 sur le papier. Puis là, je me suis dit, stade 3, je connais rien au cancer, mais je sais que c'est grave. Tu sais. Fait que ça a été... ça a été comme une espèce de gros choc. Là, je pense. Il y avait des annonces. Oui, il y avait des annonces qui étaient marquantes aussi. Là. On voyait à l'annonce du cancer quelqu'un qui revolait, en fait, carrément dans les airs, là, parce que le choc est brutal. Oui, ça a été exactement ça. C'est exactement ça. Je me suis sentie comme tombée dans le vide. C'était « Oh mon Dieu, je peux pas avoir un cancer. » Puis tout de suite, je pensais à mes enfants. Je peux pas mourir maintenant. T'sais, ça a été un peu comme si on me disait « Tu vas mourir. Là. Tu risques de mourir. » Fait que c'était comme je n'étais pas capable de l'encaisser. Là. Je suis revenue chez moi cette journée-là, puis j'ai juste pleuré toutes les larmes de mon corps, toute la nuit, en me disant « Ça se peut pas. Là. Je peux pas avoir le cancer. C'est impossible. » Est-ce que tu as même l'idée de pourquoi moi aussi? Oui. J'ai pas d'antécédents dans ma famille. Pourquoi moi, j'ai eu des enfants? Parce que des fois aussi, il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, des femmes. Puis c'est une des causes. Il y en a plusieurs, mais quand même. Oui, je me suis demandé ça très longtemps, en fait. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? On dirait que je cherchais, est-ce que c'était mon alimentation qui n'était pas la bonne? Est-ce que je faisais pas assez d'exercice? Est-ce que j'étais trop nerveuse, trop stressée? J'ai cherché pourquoi j'ai le cancer à 32 ans, ça se peut pas, il faut que j'aille faire quelque chose de pas correct, c'est de ma faute. On dirait que je cherchais vraiment il fallait que j'aie une raison. J'étais comme fâchée, puis il fallait que j'aie une raison. En même temps, j'étais en colère de me dire, voyons, tu sais, je sais que c'est pas sain de faire ça, mais je me disais, voyons, il y a des gens qui fument, puis qui font pas d'exercice, puis qui mangent pas bien, puis pourquoi moi, quand je prends soin de moi, comment ça que ça m'arrive? Oui. J'étais vraiment en gros questionnement. Là. Je comprends. Puis aussi, tu t'es mis à écrire aussi parce que tu avais un blog sur la cuisine qui s'est transformé avec ce que tu vivais. Oui, j'avais besoin de... C'était comme tellement gros à encaisser comme choc que j'avais besoin d'écrire. Ça fait du bien, je trouve. Là. Ça libère les émotions. Fait que je me suis dit, OK, faut que je le mette sur papier. Faut que j'exprime mes émotions. Fait que j'ai commencé à écrire sur mon histoire, dans le fond. Là, oui, qu'est-ce qui se passe. Les gens t'ont suivi. Tu as reçu beaucoup de soutien, beaucoup d'amour. Ça t'a aidé aussi à traverser tout ça, j'imagine? Ça a été complètement fou, ça. On dirait, quand on tombe malade comme ça, on se sent comme un peu seul au monde. Là. Tout le monde continue leur petite vie normale. Puis toi, tu vis quelque chose de vraiment dramatique, puis tu es un peu toute seule. Mais j'ai eu un soutien incroyable. Puis de gens aussi que je connaissais à peine,
Je veux dire, ma fille, elle va à l'école alternative à Saint-Julien. Puis je venais de rencontrer, tu sais, plein de mamans formidables du programme alternatif, des enseignants et tout ça. Puis ces gens-là que je connaissais à peine depuis quelques mois, sont venus à ma porte. Ils ont récolté des dons, ils ont récolté des cadeaux. Des petits plats aussi. Des plats cuisinés. Oui. J'en revenais juste pas de la dose d'amour incroyable que j'ai eue. Puis c'est fou comment ça m'a aidée à passer à travers. Là. Je peux même pas imaginer quelqu'un qui est toute seule puis qui n'a pas de soutien, comment ça doit être épouvantable. Puis là, il y a eu la chimiothérapie qui a été très agressive. Oui. Perte de cheveux, tu t'es rasé les cheveux. Ça, comment est-ce que tu as vécu cette période-là? Je pense que le choc d'avoir le cancer a été tellement dur que je voyais comme le fait de me raser les cheveux, ça me stressait même plus presque rendu là. Je me disais comme je m'en fous, c'est juste physique, je veux juste survivre, là, tu sais. Fait que je voulais embarquer dans les traitements. Je voulais vraiment... tout s'est déboulé très vite, mettons. Tout a déboulé très vite. À partir du diagnostic, la semaine d'après, j'étais en examen toute la semaine. On voulait voir s'il y avait des métastases ou si ça s'était propagé, ce qui était très angoissant. Puis tout de suite après, je commençais la chimiothérapie le lundi. J'avais pas grand temps non plus. Moi, je voulais me raser les cheveux avant parce que je voulais pas voir mes cheveux tomber. C'est une forme de contrôle. On ne contrôle plus grand-chose. Non, c'est là, ça. J'imagine que, OK, là, je vais contrôler ça. C'est moi qui décide le moment où je vais me raser les cheveux. C'est exactement ça. Puis je voulais pas que ça soit comme dramatique, comme « Ah, les traitements commencent, je me ramasse avec des poignées de cheveux dans mes mains, c'est dur. » Je voulais... Tu sais, on s'est regroupés, on a fait un petit party de rasage de cheveux. Là. Il y avait mes enfants, tu sais, mes parents, mes beaux-parents, belle-sœur, beau-frère et tout. On s'est regroupés, puis on a fait comme « OK, on me rase les cheveux. Ça va être un événement, le fun, on va prendre ça plus à la légère, juste avoir du plaisir puis dédramatiser un peu la situation. » Fait que ça s'est super bien fait. Ça n'a pas été traumatisant, ça, pour moi, du tout. Là. Ça a été comme, bon, je rase mes cheveux, puis je pense que ça a été comme ma façon de dire « go ». J'embarque dans ma bataille contre le cancer. C'est comme ma façon de dire « ça commence ». Et, mis à part la chimiothérapie, par la suite, tu as eu une mastectomie double. Oui. Tu avais le choix, la reconstruction mammaire ou non. Et tu en as parlé qu'on encourage beaucoup les femmes, après une mastectomie double, à se faire reconstruire la poitrine. Mais toi, c'était pas ça que tu voulais pour toi-même. Non. Dans le fond, je reviens un petit peu au choc que j'ai eu. On dirait que mes seins s'étaient rendus secondaires. Premièrement, j'ai jamais eu des gros seins. Là, j'étais pas, j'avais une petite poitrine quand même. Peut-être que ça a été plus facile de ce côté-là. Mais j'étais tellement détachée que je me disais, non, je veux juste qu'on les enlève. Puis j'avais pas... je sentais pas le besoin, bien que je respecte totalement ça, je sentais pas le besoin qu'on me construise des faux seins, en fait. J'ai rencontré... Oui. Excuse-moi. Non, mais est-ce que tu as eu une discussion aussi avec ton conjoint par rapport à ça? Oui. Mon conjoint, il était super ouvert au fait que j'avais pas de reconstruction. Ça le dérangeait pas du tout. On m'a envoyé rencontrer une chirurgienne plastique qui m'a expliqué, dans le fond, selon mon profil, selon les traitements que j'avais eus et que j'allais avoir, qu'est-ce qui étaient les meilleures options pour moi. Pour moi, c'était une chirurgie... il n'y avait pas possibilité, disons, de mettre des expanseurs puis d'avoir des prothèses en silicone. C'était pas vraiment une option là, préférable. Donc, on me parlait d'une reconstruction avec les tissus abdominaux. Donc, on prend la graisse et la peau et on construit une poitrine avec. C'est une opération qui est très lourde quand même. C'est pas sans risque non plus. C'est une chirurgie d'une journée au complet, de 8 heures de temps à peu près. Ça peut aller à plus, ça peut être un petit peu moins. Moi, je voulais pas... Déjà que ma vie était en jeu, je voulais pas tout passer à travers tous les traitements et tout ça. Je voulais juste survivre. Je voulais pas avoir une autre opération qui était lourde, qui pouvait avoir des conséquences, qui était aussi... qui se faisait pas en même temps. Donc, moi, il aurait fallu que j'aie l'opération comme l'année suivante pour la reconstruction et tout. Je me disais, non, je veux pas m'embarquer dans ça. Pour moi, c'est pas important. Je suis très bien avec le choix de ne pas reconstruire. Oui, et on a vu aussi des photos de toi sur ta page Facebook personnelle aussi, sans ta poitrine. Et ça, c'est courageux. Toi, est-ce que tu considères que tu es courageuse en mettant ces photos de l'avant? Bien, je sais pas, je trouve ça bizarre de dire comme je suis courageuse, mais pour moi, c'était juste important de montrer que c'est pas grave de ne pas reconstruire. T'sais. Je trouve qu'on met beaucoup l'emphase. Ça me fait penser au début de mes traitements. On m'a donné un dépliant tout de suite pour une perruque. Puis on m'a parlé tout de suite du fait qu'on allait pouvoir me refaire les seins. Pour moi, c'était tellement secondaire que je trouvais ça important de mettre des photos pour montrer qu'il
il y a tellement d'autres choses. Tu n'es pas moins femme parce que tu ne fais pas reconstruire ta poitrine ou parce que tu ne mets pas une perruque pendant la chimiothérapie. Tu sais, une femme n'est pas juste seins et cheveux longs. Tu restes une femme même si tu y vas avec une poitrine plate, même si tu décides de rester le coco rasé. Oui. Je pense que c'était juste ma façon de montrer que c'était bien correct, qu'il n'y avait pas de tabou là-dessus. Il n'y avait pas besoin qu'on cache le fait qu'une femme n'avait pas de reconstruction. Oui, oui, oui. Et puis, lorsqu'on parle du cancer, souvent, on parle de la bataille. Ah, certaines personnes ont perdu la bataille, l'autre l'a gagnée. Moi-même, j'ai jamais eu le cancer, mais ça me dérange quand même. On peut dire ces mots-là, mais toi, durant ce que tu as vécu, est-ce que t'as entendu ça? Est-ce que t'es justement, je viens de dire courageuse, bon, ça dérange peut-être. Tu es une guerrière, tu as affronté ça comme une lionne. Tu sais, c'est souvent des clichés peut-être que tu peux entendre. Oui, je dirais, moi, j'avais appelé mon blog « Ma bataille contre le cancer ». Puis j'ai pensé à le changer plein de fois pendant les traitements parce que j'étais comme, mon Dieu, je suis pas en bataille. J'ai une amie que j'ai rencontrée à travers le cancer, qui a eu le cancer du sein aussi, qui me disait, je suis pas en train de me batailler, je suis en train de me faire sacrer une volée. Parce que c'est un peu ça, le cancer. T'as beau te battre, c'est pas toi qui décides. Là. Tu subis les traitements, tu subis ce qui va se passer. Mais en même temps, tout au long, on m'a répété ça, t'es une guerrière, bravo, t'es une combattante, Sarah, puis tout ça. Puis je me sentais tellement faible à certains moments. Je me disais non. Je disais à mon conjoint, je suis pas une guerrière. Là. Je passerai pas à travers. Il y a des moments qui étaient difficiles. Puis ça venait un petit peu me déranger. Mais d'un autre côté, avec le recul, quand ça a été terminé, je me suis dit, bien, Colin, je pense que j'étais une battante dans le fond. Je regardais ça de l'extérieur, une fois avoir tout passé à travers tout, puis je me disais, bien, les femmes qui passent à travers un cancer, bien, les hommes aussi, n'importe qui passe à travers un cancer, c'est toute une bataille, c'est quelque chose. Puis, par contre, ça n'a pas rapport avec le résultat à la fin. Moi, j'ai été chanceuse. Pour l'instant, je suis en rémission. La chimiothérapie a été efficace à 100 dans mon cas. Mais quelqu'un que la chimiothérapie n'a pas été efficace puis qui se ramasse à la fin avec un cancer incurable, c'est pas de sa faute. C'est pas qu'il a perdu sa bataille. Là. C'est juste que la vie en a décidé comme ça. T'sais. Oui. Puis si on parle aussi de ce que tu as vécu, il y a eu aussi les ovaires, tu ne les as plus, mais c'est pour quelle raison qu'on les a enlevés? C'est que dans le fond, moi, pendant les traitements, j'ai passé un test génétique parce qu'ils voulaient voir de où le cancer venait. Est-ce que c'était possible que ça soit une mutation génétique? Dans mon cas, ça a été positif. Donc, j'ai su à ce moment-là que mon cancer venait du gène BRCA2, qui est un gène, une mutation génétique qui donne un risque très, très, très élevé de cancer du sein, mais aussi de cancer des ovaires et d'autres cancers comme la prostate et tout ça, mais dans des pourcentages beaucoup moins élevés. Mais c'est principalement sein, ovaires et trompes. Donc, par prévention, on m'a parlé du retrait des ovaires et des trompes qui était préférable là, dans mon cas. Oui. Heureusement, tu avais eu 2 enfants auparavant, mais ça a quand même touché quelque chose en toi de ne plus avoir d'ovaires? Oui. Même si ma famille était... Dans ma tête, c'était terminé. On avait eu 2 enfants, moi et mon conjoint, puis on s'est dit, c'est fini, on n'en aura pas un troisième. Là. C'est parfait comme ça. Mais on dirait que de passer au stade où on te dit, bon, mais demain, tu t'en vas sur une table d'opération, puis c'est terminé pour vrai. Tu ne peux plus avoir d'enfants. Ça l'enlevait le petit... Peut-être. Oui, la petite pensée de, oui, mais s'il y a un accident en cours de parcours, puis qu'on en a un troisième. Fait que oui, j'ai trouvé ça un peu difficile, mais beaucoup moins difficile que celles qui sont diagnostiquées. J'en ai vu une encore aujourd'hui à 29 ans, pas d'enfant. Ça, c'est un choc. Là. On va y aller avec la congélation des ovules souvent dans ce cas-là, mais c'est tout un parcours. Là. C'est quelque chose qui est encore plus poussé. J'étais quand même chanceuse, j'avais déjà une famille. Quelle a été ta plus grande réalisation à travers tout ça? Puis qu'est-ce qui reste de l'ancienne Sarah? Parce que j'ai l'impression d'être devant une nouvelle personne. Oui, c'est un peu ça. Ça m'a complètement changé. Puis j'ai tiré beaucoup de positifs de ça. Malgré le fait que c'est comme l'épreuve d'une vie, ça m'a ouvert les yeux sur, premièrement, le fait que bien, on est tous mortels et qu'on va tous y passer un jour. On dirait que ça m'a mis en pleine face le fait, hey, tu sais, il faut que tu arrêtes de perdre ton temps avec des mauvaises émotions ou de l'angoisse pour des trucs banals. Oui, j'ai un petit bourrelet, oui, ah non, j'ai un petit bouton que je devrais cacher, bon. C'est ça, tu sais, je trouve ça fou parce que j'ai passé du stade comme, tu sais, j'avais les cheveux longs, une poitrine, puis je me trouvais plein de défauts. J'étais super demandante envers moi-même, je voulais être très efficace, performante.
etc., etc. Puis le cancer, autant qu'il m'a enlevé des choses, il m'a laissé des séquelles physiques, émotionnelles et compagnie. En même temps, il m'a tellement donné une espèce de confiance en moi, puis de juste comme, hey, je suis comme ça, puis je m'accepte telle que je suis, puis j'ai pas besoin de me mettre de la pression. C'est juste profiter du jour le jour. Fait que ça m'a complètement changé, oui. Mais avec beaucoup de positif. Puis, si on terminait en parlant aussi du mois de sensibilisation au cancer du sein, l'importance aussi de faire l'auto-examen des seins. Vraiment. Moi, je l'avais jamais fait, tu sais, parce que j'étais jeune. Je me disais qu'il n'y avait pas de risque. C'était même pas dans mon arrière-plan de faire l'auto-examen des seins, même si on en entend parler partout. Dans ma tête, on commence ça plus vieux. Fait que j'avais jamais fait l'auto-examen des seins. Puis probablement que si je l'avais fait, j'aurais trouvé ma masse beaucoup plus tôt parce que si elle avait déjà la grosseur d'une olive, si j'avais palpé mes seins comme il faut, j'aurais probablement découvert quelque chose puis ça aurait accéléré le procédé. Peut-être que j'aurais été un stade 2 à la place d'un stade 3 ou même peut-être avant. Fait que oui, c'est très important. Puis pas seulement en haut de 55 ans. On peut commencer facilement, là, début vingtaine, à s'examiner les seins. Ça coûte rien, ça prend 2 petites minutes, puis ça peut vraiment sauver une vie. Là. Exactement. Sarah Barry, merci beaucoup pour ta grande générosité en entrevue. Merci à toi d'en parler. Merci.